L'histoire commence avec une créature qui existe depuis des millions d'années et qui continue à vivre en se réincarnant à chaque fois dans un être différent. Et bien sûr, lorsqu'elle se réincarne, elle garde tous ses souvenirs de ses précédentes vies. Parfois, c'est un poisson qui nage dans un lac, dans la vie suivante, c'est un oiseau dans le ciel, et un autre jour, c'est une toute petite fourmi qui marche avec son groupe. Et des fois, c'était même un dinosaure. Et sa mort en soi n'est jamais une fin. Car juste après, elle se retrouvera à nouveau dans un autre corps. Cette fois, il renaît sous la forme d'un éléphant et mourra à nouveau. Sauf que cette fois, sa mort est un peu différente. Chaque fois qu'il atteint la fin de sa vie, il est souvent tué et consommé par des êtres plus forts. Il comprend que c'est la façon dont la nature fonctionne, et ça lui convient parfaitement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un animal classique qui l'a tué, mais un humain. De toutes les espèces qu'il a rencontrées pendant des millions d'années, l'humain est celle qu'il déteste le plus. Il tue juste pour le plaisir et les méthodes qu'ils utilisent ne cessent de s'améliorer. Les chasseurs humains arrivent toujours à tuer les autres même s'ils sont plus faibles. Au cours des milliers de vies qu'il a passées, il est mort de leurs mains à maintes reprises. Même si la mort n'est pas vraiment un problème pour lui, il éprouve toujours de la haine envers les humains. Et à chaque fois qu'il meurt, il se demande quel genre d'être il sera. Il se demande aussi pourquoi il a cette capacité de renaître et quand tout cela va se terminer. Au fur et à mesure du temps, il ne veut plus se réincarner. Il ressent de la douleur à chaque réveil. Mais aujourd'hui, depuis le début de son existence, il ressent la plus grosse douleur. Elle est extrêmement intense. C'est comme si son corps entier allait être écrasé. Mais il sait que cette douleur est synonyme de puissance. En effet, plus la douleur est forte, plus il sera un être puissant au-dessus des autres. Et lorsqu'il ouvre ses yeux bleus, sa vision est très floue. Il sait immédiatement qu'il est né dans une créature qu'il déteste vraiment, les humains. Pour la première fois de sa vie, il est nommé Lee Ja-in. Il commence aussi à comprendre que la vie humaine est très complexe. Sa mère, Young-chil, vient voir le médecin et lui demande pourquoi son fils ne peut pas encore parler, alors qu'il est assez grand et tous les enfants de son âge parlent déjà. Le médecin explique que tous les tests qu'il a fait montrent que son fils est normal. Il est peut-être trop tôt pour lui puisqu'il n'a que 6 ans. Cependant, Ja-in ne montre aucune réaction lorsque sa mère lui parle. Même lorsqu'il est né, il n'a même pas pleuré. Et le médecin, il sait même pas quoi répondre. Ja-in ne fait qu'écouter et ne se soucie pas de l'agitation autour de lui. Il se dit que sa mère est une ignorante. Quand elle était encore enfant, elle a perdu sa famille à la guerre. Et même adulte, elle a perdu son mari à cause de la guerre qui a balayé le pays. Elle devait avoir l'impression que le monde était trop dur et cruel, mais maintenant elle a un enfant dont elle doit s'occuper. Alors pour subvenir aux besoins d'elle et sa famille, elle vendait des légumes sur le marché local tout en s'occupant de son enfant. Elle essaye d'éduquer son fils du mieux qu'elle peut, et elle continue de dire à Ja-in qu'elle l'aime. Ce dernier ne sait même pas ce que ces mots signifient, mais le sentiment chaleureux que Young-chil lui procure le rend incapable de la détester. Sa mère est pour lui la seule être humain qu'il ne déteste pas. Ja-in découvre de plus en plus comment la société humaine fonctionne. Au même moment, on voit un homme poursuivi par plusieurs personnes qui courent. Il trébuche sur un rocher et tombe. Les autres voulaient le tuer. Soudain, Ja-in apparaît au-dessus d'eux. Son objectif n'était pas de sauver l'homme, mais de tester quelque chose. Il ressentait cette chose qui était en lui. L'homme lui a dit de descendre car la hauteur était très dangereuse. Immédiatement, il saute vers le bas. Ja-in a atterri comme une grenouille. Tout le monde était choqué. Il se demandait comment ce gosse pouvait faire une chose aussi improbable. Ja-in s'est ensuite jeté sur eux comme un animal. L'un d'entre eux a immédiatement sorti une arme. Ja-in les dépassa tous les deux sans bouger et arriva bientôt devant l'homme qu'il voulait abattre. Il lui donne alors un coup de poing très rapide. Il testait des capacités qu'il n'avait jamais possédées auparavant. Il a compris que toutes les créatures vivantes et leurs millions d'années d'existence pouvaient utiliser certaines capacités. Comme par exemple une grenouille qui saute de très haut, ou encore la vitesse d'un guépard, ou même les créatures qui ont une grande puissance pour donner des coups de poing. Il comprenait enfin d'où venait toute cette puissance. Il a en fait toutes les capacités de tous les animaux qu'il a été pendant des millions d'années. Et tout ça dans le corps d'un petit être humain. L'un des hommes adultes attaque Ja-in et parvient à le battre. Ja-in comprend une chose, s'il n'utilise aucun pouvoir, alors il n'est qu'un humain ordinaire. Mais Ja-in ne crie pas, il est habitué à de très fortes douleurs.
Et l'homme en a marre de voir Ja-in agir comme si rien ne se passait, donc il tente à nouveau de le frapper. Ja-in, qui s'en rend compte, souhaite tester à nouveau sa force. Le coup fait extrêmement mal à l'homme et Ja-in utilise le pouvoir d'une carapace de tortue pour durcir son corps. Ensuite, il étrangle l'homme. Ouais. Et l'homme essaye de s'en sortir mais il n'y arrive pas. Ja-in a en fait utilisé le pouvoir d'un chimpanzé pour l'attraper. Ja-in est maintenant conscient qu'il est capable de devenir n'importe quoi en l'imaginant. Mais les hommes sont toujours là et ils lui tirent dessus et touchent son estomac. Il y a alors du sang qui s'est écoulé. Et même s'il n'a pas de douleur, son corps est toujours capable d'être blessé. Puis les hommes en ont profité pour s'enfuir. Ja-in s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Et encore une fois, il a été attaqué par une arme à feu. Il bougeait faiblement et commençait à penser que la mort était arrivée. Ja-in continuait à fixer le ciel et au même moment, il s'est souvenu des êtres vivants dans la mer. Ja-in a été capable d'auto-régénérer son corps. Parce que c'est en fait une capacité qu'ont certains animaux sous-marins. Ja-in a alors pu se relever et il ne s'attendait pas à ce que son petit corps ait de si grandes capacités. En augmentant son audition, il a pu entendre la voix de sa mère qui ne cessait d'appeler son nom. Tout le monde la regardait et pensait qu'elle était devenue folle. Young-chil pleure pour son fils qui a soudainement disparu, mais Ja-in ne semble pas s'en soucier. Puis il voit un oiseau et le mange d'un coup. Il se dit que désormais il est capable de chasser, donc il peut grandir par ses propres moyens. Il n'a plus aucune raison de rester avec sa mère. Il se souvient tout de même de ses paroles et de tout l'amour qu'elle lui portait. Et on est de retour 4 jours plus tard, mais Ja-in a l'air en très mauvaise santé. Il n'arrive même pas à marcher. Il se demande si c'est la nourriture le problème. Car bien sûr, il mangeait les animaux vivants avec le poison et les maladies qu'il pouvait avoir. Mais pour lui, qui a été un animal toute sa vie, c'était juste naturel. Une fois de plus, il a senti que cela pouvait être la fin, que ça sera désormais sa mort définitive. Mais il ne regrette rien. Sauf que soudain, Young-chil l'a retrouvé. Young-chil arrive et semble être elle aussi très fatiguée. Elle pleure et serre son fils dans ses bras lorsque la mort est proche. L'arrivée de sa mère libère l'esprit de Ja-in. Il remarque qu'il a faim et veut manger la nourriture préparée par cette femme-là. Mais elle, de son côté, continue de pleurer. Ja-in ne comprenait pas pourquoi cette femme pleurait. Il voulait simplement que sa mère arrête de faire du bruit et lui donne à manger immédiatement. Donc il se dit que la solution pour la faire arrêter de crier, c'était de parler le langage humain. Et c'est là que pour la première fois, il veut dire des mots. Ja-in a dit quelque chose que sa mère disait toujours, même s'il ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire, à savoir qu'il l'aimait. Et ça a ému Young-chil qui a pleuré encore plus fort. Ja-in voit alors que le soleil se couche, et il trouve ça très beau. Ja-in ne sait pas pourquoi il pense soudainement comme ça. Est-ce qu'il aurait des sentiments comme les humains en général, ou c'est le fait d'être avec sa mère? Bon, un peu plus tard, on retrouve l'homme qui se trouvait sur les lieux pendant l'attaque de Ja-in. Il a été attrapé et il fait face à un détective. Cet homme, très paniqué, explique que c'est un enfant qui lui a fait ça. Il dit même qu'il avait tué cet enfant avec son arme, mais bien sûr, le détective ne l'a pas cru car la scène de l'incident ne contenait que le corps de l'enfant. L'autre homme qui était avec lui dit même qu'il ment. Il est toujours blessé mais ne veut pas dire la vérité. L'homme continue de crier qu'il a tiré uniquement sur l'enfant, mais malheureusement, personne le croit. Le lendemain, on voit Ja-in avec sa mère. Désormais, Young-chil ne cesse de le tenir car elle a très peur de perdre à nouveau son fils. Ja-in peut sentir les mains et le sourire chaleureux de sa mère et pour la première fois, il ne déteste pas un être humain. Et malheureusement, pour Ja-in, le fait qu'il ne la déteste pas est un problème et ça pourrait devenir très dangereux. À l'école, Young-chil n'hésite pas à gronder les enfants qui dérangent son fils. Même si à cet âge, les bagarres entre les enfants sont normales, Young-chil ne pouvait juste pas accepter que quelqu'un soit violent avec son fils. Non seulement elle a grondé les garçons de sa classe, mais lorsque ses voisins ont parlé de son fils qui est incapable de parler à son âge, il se disait simplement que quelque chose n'allait pas dans le cerveau de Ja-in, ça a déclenché la colère de Young-chil et elle a pas hésité à les insulter. Ja-in pense qu'en fait, sa mère n'est gentille qu'avec lui. Et plus tard, lorsqu'elle vendait au marché, plusieurs personnes l'ont approché et lui ont demandé de déménager. Mais Young-chil s'en moque, car l'État ne lui a jamais apporté la moindre aide après que son père et son mari soient morts. Alors elle dit qu'elle ne cédera jamais cette place-là. Young-chil s'était vraiment battu avec le monde entier. Et son enfant était le seul but de sa vie. Jour après jour, Ja-in finit par s'habituer au corps des humains et à leur mode de vie. Même s'il a passé du temps avec Young-chil, il n'a jamais parlé à nouveau.
Chaque jour, il sentait la chaleur dans les bras de sa mère. Puis, quelque chose a fait sursauter Yongshil. Ja-in a parlé pour la deuxième fois et il demande pourquoi doivent-ils se battre. Yongshil sourit simplement et répond qu'elle peut ainsi le protéger. Quelque chose que Ja-in craignait s'est finalement produit. Il s'est senti à l'aise et ne voulait plus quitter sa mère. Il voulait simplement passer plus de temps avec sa mère. Et dans l'ombre, un homme apparaît et continue d'observer Ja-in. C'est le détective qui l'a presque tué. Après une longue recherche, le détective a finalement trouvé le monstre qui l'a laissé pour mort. 12 ans après la naissance de Ja-in, il s'est enfin habitué au mode de vie des humains. Au fil des années, l'environnement a beaucoup changé, les bâtiments sont devenus beaucoup plus hauts. Une nouvelle usine a même été construite autour de sa maison, et l'usine a alors pollué la rivière où il cherche souvent de la nourriture. Cette fois, Yongshil n'est plus aussi joyeuse que d'habitude car elle est tombée bien malade. Ja-in se dit que c'est sa faute. En effet, il y a quelque temps, ils étaient en train de manger, et lorsque Ja-in commence, il crache la nourriture aussitôt. Son instinct d'être qui a vécu des milliers de vies lui disait de ne pas manger. Mais sa mère insistait pour qu'il mange. Alors il lui a directement dit qu'il ne voulait pas. Donc sa mère l'a grondé et elle lui a dit que c'était tant pis pour lui. Elle va tout manger elle-même. Dès lors, Yongshil est tombé malade. Même s'il ne parlait pas beaucoup, Ja-in s'occupait toujours de sa mère et répondait à tous ses besoins chaque fois qu'il quittait la maison. Yongshil lui souriait toujours chaleureusement. Et à force de rester constamment avec une femme qui lui apporte tout son amour, Ja-in devenait petit à petit comme les autres. Il commençait à avoir un cœur d'enfant. Plus tard, Ja-in se trouvait au milieu d'une foule. Il semblait être assis et vendait ses fruits pour le marché. Il était pensif et pensait à la nature humaine qui détruit tout pour son propre confort, même si ce confort entraîne la souffrance des autres. Ja-in se demande pourquoi Yongshil accepte cette souffrance. Non seulement elle a perdu sa famille, mais la nourriture qu'elle a reçue provient peut-être de déchets d'usine. Et à cause de la pollution de l'usine, elle est finalement tombée malade. Alors que Ja-in est pensif, quelqu'un s'approche soudainement de lui et lui demande le prix du fruit. Et quand Ja-in lui répond, l'homme dit que c'est trop cher, mais mange quand même le fruit. Ja-in se dit que les humains ont une loi qui maintient la paix. Et cette loi, c'est le meurtre. L'homme qui est venu le voir était en fait le détective qu'il avait attaqué à l'époque. Cet homme lui a dit qu'il voulait le voir plus tôt, mais il voulait aussi voir comment un monstre grandit. Cet homme était accompagné de plusieurs membres de son équipe. Il veut aussi vraiment savoir pourquoi les monstres se font passer pour des humains. Ja-in était silencieux et ne montrait aucune expression. Il ne parlait plus. L'homme décide alors de l'embarquer, et Ja-in reste calme. Il a beaucoup appris de la vie humaine, alors il n'agit plus de manière imprudente. Et cet homme pensait que si un garçon comme Ja-in était un espion, alors sa mère devait forcément l'être. En entendant que sa mère était menacée, les yeux de Ja-in ont changé d'expression pour la première fois. Et le détective continue de se moquer de Ja-in. Il lui dit qu'il sait que sa mère est malade et qu'elle pourrait mourir quand ces hommes vont aller la rencontrer. Instantanément, Ja-in utilise ses pouvoirs et crée des tremblements de terre autour de son corps. Tout le monde était très surpris et paniqué. Seul le détective sourit car tout cela faisait partie de son plan. Mais Ja-in ignore tout le monde et se précipite vers sa mère. Finalement, ce détective a réussi à convaincre son partenaire de la véracité de ses propos. L'enfant qu'il avait rencontré et qu'il avait même presque tué était un monstre. Pendant ce temps, Ja-in court. Il pense aux humains qui le traitent de monstre. Il se dit que ces humains l'ont sous-estimé. C'est à partir de ce jour-là que l'enfant aux yeux bleus décide de devenir une catastrophe. Ja-in s'est déplacé rapidement sur le long de la rivière. Il avait un sentiment d'inquiétude qu'il n'avait jamais ressenti auparavant dans ses millions d'années d'existence. Il était devenu sérieux. Et on voit justement la maison de Ja-in et sa mère. Plein de personnes sont devant et doivent la capturer. Et Ja-in arrive au même moment. Tous les hommes qui sont autour ont du mal à croire que ce gamin est un espion. Mais ils suivent simplement les ordres et essayent de capturer Ja-in. Et dès qu'ils le touchent, sa mère sort et crie. Même si elle est extrêmement malade et qu'elle n'avait même pas la force de manger, elle le protège. Les hommes sont choqués qu'elle ait encore de l'énergie. Alors un d'entre eux donne un coup à la mère et l'assomme. Tout à coup, Ja-in ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est très en colère et perd totalement la raison. Et d'une seconde à l'autre, il tue tous les hommes qui étaient devant chez lui avec ses pouvoirs. Et pendant ce temps-là, sa mère le regardait. Au bout de quelques instants, l'autre équipe avec le détective arrive. Désormais, il a la preuve que ce gamin est un espion et que sa mère aussi. Mais sa mère crie de laisser son fils et dit même que c'est elle qui a tué tous les hommes au sol.
Jae-in se demande pourquoi elle continue de le protéger, mais le détective s'en fout et lui tire dessus. Jae-in réagit très rapidement et protège sa mère grâce à sa peau très solide. Tous les hommes se mettent alors à tirer d'un coup sur sa mère et Jae-in se dit qu'il doit le faire. Il doit protéger sa mère. Et il réussit à parer toutes les balles de pistolet. Le détective et ses hommes sont choqués. Il leur dit de continuer de tirer et Jae-in continue de protéger sa mère grâce à ses pouvoirs. Mais tout à coup, elle s'interpose. Elle se met devant lui et tente à son tour de le protéger. Mais bien sûr, elle n'a pas de pouvoir et meurt sur le champ. On voit alors Jae-in qui parle avec sa mère. Il est en train de pleurer, mais elle est au contraire très joyeuse. Elle lui dit d'arrêter de pleurer et qu'il est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie. Et alors, avant de disparaître totalement, elle lui demande une seule chose. Elle le supplie de vivre. Il ne doit surtout pas mourir. Jae-in est alors très énervé et se lève. Il s'enfuit de devant sa maison et le détective et ses hommes le poursuivent. Les derniers mots de sa mère résonnent dans sa tête. Au bout d'un moment, Jae-in s'arrête de courir. Le détective lui dit qu'il ne peut plus fuir désormais. Mais Jae-in répond alors qu'il ne comptait pas fuir depuis le début, Il voulait juste pas faire ça là-bas car sa mère aurait été blessée. Il dit alors au détective qu'il se demandait pourquoi il a été réincarné encore et encore. Mais désormais, il a compris. Il est né pour exterminer l'humanité. Il commence alors à attaquer le détective et ses hommes. Bien sûr, il n'a aucun mal à les vaincre. Il les tue un par un. À la fin, le détective lui dit qu'un monstre comme lui n'a rien à faire parmi les humains et ne doit pas vivre avec eux. Jae-in lui répond alors qu'il a raison, le détective aurait dû le tuer. Malheureusement, il n'a pas réussi. Donc Jae-in lui dit qu'à cause de lui, tous les humains vont devoir ressentir sa colère. Jae-in est maintenant de retour chez sa mère, il la prend dans ses bras et la porte. Il commence à marcher avec elle et bien qu'il soit très fatigué, il réfléchit à sa vie. Il se dit que les années passées avec sa mère comparées aux millions d'années qu'il a déjà vécues n'étaient qu'un minuscule instant. Mais malgré tout, cet instant-là représentait tout pour lui. Il a ressenti un amour sans fin. Mais désormais, elle n'est plus là. Et Jae-in pense qu'elle est morte à cause de lui. Il dit que ni la vie, ni la mort n'a jamais été aussi douloureuse pour lui. Mais il doit vivre pour sa mère. Un peu plus tard, on revoit Jae-in qui fait face à un chasseur. Le chasseur venait d'abattre un faisan. Jae-in lui demande s'il est fier de lui. Le chasseur lui demande alors où sont ses parents et il répond qu'ils sont morts. Le chasseur décide donc de l'aider. Il ramène Jae-in chez lui. Une fois chez lui, il lui donne à manger. Le chasseur veut aider Jae-in. Il lui dit que demain, il l'emmènera en ville et essaiera de trouver quelqu'un qui pourra le prendre en charge car il doit aller à l'école. Le chasseur et sa mère s'occupent bien de Jae-in et alors qu'ils étaient sur le chemin pour aller en ville, il y a eu une avalanche. Et l'avalanche fait énormément de dégâts et des troncs d'arbres tombent carrément du ciel. Et malheureusement, le chasseur a été pris dans l'avalanche et s'est fait écraser par un arbre. Il ne peut plus bouger et a du mal à sortir. Finalement, il meurt. Et pendant qu'il était en train de mourir, ses derniers mots étaient pour sa mère. Jae-in réussit à le porter et à le ramener chez sa mère. Et Jae-in se met alors à réfléchir. Il pense à sa décision. Doit-il continuer sur le chemin de la destruction des humains ? Il hésite, il ne sait pas ce qu'est le bien ou le mal. Et alors qu'il était hésitant, il se souvient d'un moment avec sa mère. Jae-in est en train de faire ses devoirs pour l'école, mais il avait beaucoup de mal à comprendre les énoncés, donc il faisait rien. Au final, sa mère l'a grondé et elle lui a dit que même s'il ne sait pas quoi faire, il doit au moins essayer. Il doit toujours faire quelque chose. Et justement, on revoit un peu plus tard Jae-in qui arrive proche de la ville. Et comme il est hésitant, il fait ce qu'il pense être le bien. Donc il tue tous les gardes à l'entrée de la ville. Pour lui, c'était ce qui lui semblait être la meilleure option. Il se dit que désormais, il n'hésitera plus. Il tuera tous les humains de ses propres mains. Et la raison est simple, il veut juste tous les tuer. Il remarque que les humains se développent plus tous les jours et ils se multiplient énormément. Ainsi, l'extinction ne sera pas facile, mais il peut le faire. On voit qu'il a notamment tué une grande partie de la ville. Plus tard, il voit également que la mère du chasseur est aussi morte. Elle est morte dans son sommeil quelques jours après que son fils soit mort. Il se dit que ça doit être dû au choc d'avoir perdu son fils. Jae-in se dit que tout d'abord, il doit parfaitement comprendre ses pouvoirs. À l'heure actuelle, il possède toutes les aptitudes de ses vies antérieures. Le problème est simplement qu'il ne faut pas qu'il oublie que c'est simplement le corps d'un être humain. Un an plus tard, on retrouve Jae-in qui a plutôt bien grandi.
Ses cheveux sont également devenus beaucoup plus longs, on le voit sur les rails d'un train. Et il se fait percuter, il est en train de faire des tests de ses pouvoirs. Il se dit que même inconscient, il a pu garder sa capacité. Encore un an plus tard, il est désormais capable de communiquer avec tous les êtres vivants, mais pas par la parole. Il fonctionne grâce à la télépathie. Et c'était finalement plus facile qu'il avait prévu. Et maintenant, on est encore 5 ans plus tard et Ja-in est devenu un adulte. Désormais, son corps lui convient parfaitement. Et comme il voulait faire durer ce physique, il a utilisé les aptitudes de la tortue. 10 ans sont encore passés, la pollution a énormément augmenté sur Terre. Et il a remarqué également que sa capacité à communiquer n'était pas limitée aux animaux, mais la terre, l'eau, les plantes, en fait tous les êtres vivants. Il dit donc qu'il peut sentir la terre et elle est malade. Elle est en train de mourir. Ja-in a désormais 30 ans, il s'entraîne sans relâche. Il a pu combiner ses aptitudes entre elles, ce qui veut dire qu'il a enfin fini ses préparatifs. Il se dit qu'il est désormais temps de commencer. Ce qu'il doit faire est simple. Il envoie de la chaleur dans le sol et applique une certaine pression. Répéter cela plusieurs fois provoque un tremblement de terre. Et c'est un grand tremblement de terre qui va déchirer la terre. Avec ses pouvoirs actuels, il y a 6 endroits dans le monde où il peut provoquer un tremblement de terre de la même magnitude. Un tremblement de terre qui divisera les 6 continents, dont plus de la moitié sera dévoré par les mers déchaînées. Aucun humain ne survivra à cette catastrophe. C'est comme ça qu'il compte faire l'extinction de l'espèce humaine. Mais les humains ne seront pas les seules créatures à mourir. Malgré tout, il compte le faire. Il compte le faire, mais il hésite encore. Il se demande s'il devrait pas vérifier comment sont les humains actuellement. Dans tous les cas, il peut réaliser l'extinction quand il veut, donc il n'a pas besoin de se précipiter. Il se dit que sur toute la planète, il n'y a pas un seul endroit où les humains n'ont pas étendu leur influence. Un peu plus tard, on voit Ja-in sur une autoroute. Il se dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, cet endroit était paisible et uniquement les bruits de la mer pouvaient être entendus. Mais désormais, c'est les voitures et les humains qui sont présents. D'ailleurs, quand la voiture arrive face à lui, il va la détruire. Il fait tomber une roche dessus, mais lorsqu'il voit la tête de la conductrice, il détruit la roche. Il est choqué de voir à quoi elle ressemble. Cette femme ressemble en tout point à sa mère. Et alors qu'il est en train d'observer cette femme sur le toit de sa voiture, une autre roche qu'il n'avait pas vue lui tombe dessus. Et à ce moment-là, étant donné qu'il était très surpris de voir cette femme, il n'a pas pu activer ses pouvoirs. Donc la roche l'a presque tué. Il a une nouvelle fois ressenti la mort arriver. Mais il se réveille un peu plus tard dans un lit d'hôpital. L'infirmière lui dit qu'ils ont procédé à l'opération chirurgicale. Ils n'ont pas trouvé ni son nom ni sa famille, mais comme il était en danger de mort, ils l'ont quand même sauvé. Le docteur a pris cette décision car il était au bord de la mort. À côté de l'infirmerie, il y a également la femme qui conduisait la voiture. C'est elle qui ressemble énormément à sa mère. Lorsque l'infirmière lui demande son nom, il dit qu'il n'arrive pas à s'en souvenir. Mais au bout de quelques secondes, il se souvient de quelque chose. Son prénom est Ja-in. Il semblerait que Ja-in ait perdu la mémoire. Âge inconnu, adresse inconnue. L'hôpital n'a trouvé aucune information sur lui et il ne parvient à répondre à aucune question. Ja-in a clairement perdu la mémoire. 3 mois plus tard, l'enquête sur Ja-in se poursuit dans un poste de police. Les policiers estiment qu'il a une vingtaine d'années, mais ils ne trouvent personne correspondant à ses caractéristiques dans leur registre. La femme qui a été impliquée dans l'accident avec lui et qui ressemble à sa mère est toujours présente. Elle semble très ennuyée par la situation. Elle ne sait pas quoi faire et les policiers lui disent que c'est la première fois que cela se produit. Ils pensent qu'il pourrait être un immigré clandestin. Les policiers lui expliquent que si Ja-in avait un tuteur, ça simplifierait grandement les choses. La femme réfléchit donc à une solution. Et quelques temps plus tard, on la revoit en train de signer des documents pour devenir la tutrice de Ja-in. Ainsi, le problème est résolu. Cependant, elle continue de lui répéter qu'elle n'est pas redevable envers lui seulement parce qu'elle l'a percuté en voiture, mais Ja-in semble complètement perdu. Il lui demande pourquoi elle répète ça sans cesse. Elle lui explique également qu'elle l'a inscrit en tant qu'homme de 24 ans, car il est toujours préférable d'être jeune. Elle ajoute également qu'elle a 34 ans. Elle perd souvent patience et s'énerve contre lui parce qu'il ne comprend rien. Ja-in a totalement perdu la mémoire. Genre vraiment tout. Par la suite, elle l'emmène avec elle et elle lui dit que tant qu'elle n'aura pas trouvé d'emploi, il pourra dormir chez elle. Une fois que Ja-in aura retrouvé ses souvenirs, il pourra partir pour de bon. Soudain, Ja-in prend la main de la femme. Elle lui crie dessus en lui disant qu'il ne doit pas prendre les gens par la main, qu'il doit demander leur autorisation avant de le faire. Puis Ja-in lui demande alors s'il peut lui tenir la main et la femme accepte. Lorsqu'elle le fait, Ja-in se met à pleurer. Il a un vague souvenir de sa mère et lui quand il était enfant.
La femme lui demande pourquoi il pleure, mais Jae-in ne sait même pas pourquoi. Il n'est capable de donner aucune réponse. C'est simplement un sentiment qui traverse tout son corps et qu'il n'est pas capable d'exprimer. Une fois arrivé chez la femme, Jae-in s'assoit. Une autre femme est également présente, une amie de celle qui a recueilli Jae-in. Elle discute justement de lui. Son amie lui dit qu'elle est folle d'accueillir un étranger qui a perdu la mémoire et lui dit qu'elle ne devrait vraiment pas l'accepter. Cependant, la femme répond qu'elle se sent un peu responsable. Elle pense que de toute façon, elle a un bon feeling avec lui. Son amie lui demande alors ce qu'elle ressent. Elle répond simplement qu'il a l'air inoffensif. Inoffensif, perso, je suis pas sûr que c'est le mot adapté. Son amie est d'accord avec elle, et finalement elle lui dit qu'elle pourra s'installer dans une pièce située au-dessus du café. Elle lui dit que s'il reste calme et qu'il fait pas de bêtises, ils pourront même lui donner du boulot. Et le café est justement celui de son ami. Mais Jae-in répond qu'il veut rester avec elle, et la femme dit qu'elle doit déjà partir. Son amie lui explique qu'elle n'a pas de clients, et donc elle peut rester un peu plus longtemps, mais elle répond qu'elle a du travail avant de retourner à Katy. Jae-in demande alors ce que c'est, et elle répond alors que Katy est l'endroit où elle travaille. C'est un lieu avec des installations pour l'industrie environnementale. Jae-in, complètement innocent, se dit que lui aussi il veut travailler là-bas, mais bon, elle le calcule pas vraiment. La femme s'apprête à partir et elle appelle son chien, Royce, pour qu'il s'en aille, et quand le chien arrive, il va directement vers Jae-in. La femme est étonnée car son chien ne va généralement jamais vers d'autres personnes. Jae-in touche alors le chien et d'un coup, le chien se met à aboyer et Jae-in ressent également quelque chose. Le chien continue d'aboyer face au camion de l'entreprise et Jae-in semble effrayé par ce même camion. Bien sûr, Jae-in avait en fait emprunté les capacités et l'odorat du chien. Il ressentait que dans le camion, il y avait une espèce qui avait l'air dangereuse, très dangereuse. Et cette espèce pourrait même être hostile envers l'homme. Et d'un autre côté, on voit des gens dans une entreprise. Un scientifique parle de l'hydre, un être vivant capable de se régénérer avec 1/100 de son corps restant. Grâce à cet hydre, ils essaient de trouver une solution contre le cancer. Le scientifique ajoute également qu'un autre groupe a découvert un type d'hydre appelé conducteur. Ils essaient de découvrir les différences entre ces types d'hydres. La Terre est parfaite. Grâce aux animaux et à son écosystème, elle est totalement en harmonie. Mais les humains sont en train de détruire cette harmonie. De retour au café, avec Jae-in, on voit la femme dire qu'elle s'en va à l'église. Jae-in veut aller avec elle, mais son ami lui dit qu'il doit travailler. D'ailleurs, son ami lui demande s'il est religieux ou athée. Jae-in demande alors ce qu'est un athée, parce que bon, je le répète si c'est toujours pas compris, mais il a perdu la mémoire, ouais. Ensuite, elle lui explique que c'est quand tu ne crois pas en Dieu. Jae-in répond alors que non. Il est sûr de croire en quelqu'un. Il dit que le monde est trop parfait pour qu'il n'y ait pas de Dieu. Même s'il a perdu la mémoire, Jae-in est sur Terre depuis des millions, voire même des milliards d'années, et il sentait qu'il y avait un Dieu. Et ce monde parfait ne restera pas sans rien faire face à la destruction de son harmonie causée par les hommes. Justement, une existence nécessaire au maintien de l'harmonie est née. L'instinct de survie est quelque chose qui naît avec l'être. Et cet être est né uniquement avec cet instinct de survie. Exterminer les humains. Il existe deux êtres dans ce monde qui partagent le même but. L'un est confiné et l'autre a perdu la mémoire. Les deux se rencontreront bientôt, quoi qu'il arrive. Et il n'y a aucun moyen de savoir quelle sera l'issue de ce combat. Quelques jours plus tard, on voit Jae-in dans sa chambre. L'ami du café qui l'a accueilli chez elle lui demande de faire au moins le ménage car l'endroit est sale. Elle lui demande comment il peut vivre dans un tel désordre. Jae ne sait pas trop quoi lui répondre, alors elle lui demande de parler quand quelqu'un lui adresse la parole. Genre réponds quoi. Elle lui demande ensuite de l'aider à ranger toutes les boîtes qui l'entourent. Jae demande ce qu'il y a dans toutes ces boîtes, mais elle s'énerve et elle lui dit que pour poser des questions, ça il est rapide hein. Ensuite, elle lui explique que ce sont des livres. Elle dit qu'auparavant, son café était une librairie, mais les gens ne lisaient pas, alors elle les a ramenés ici. Elle lui dit que s'il s'ennuie, il peut les lire. Alors il jette un œil à ce qu'il y a dans un des cartons. Il remarque que certains livres parlent des animaux et de leurs mystères. Un peu plus tard, on voit également son amie en train de lui apprendre le métier. Elle lui donne un exemple avec un client qui arrive et demande un café. Il réussit à faire le calcul pour rendre la monnaie et sert le café au client. Elle lui dit que c'était bien, mais il manque quelque chose. Elle lui dit qu'il doit être plus gentil et sourire un peu. Lorsque des clientes arrivent, il sourit et son sourire est resplendissant. La femme qui faisait son sport vient rendre visite à son amie et à Jae. Son amie est très heureuse car elle a fait énormément d'argent aujourd'hui grâce au sourire de Jae. Elle dit alors à Jae que c'est très bien comme ça et qu'il doit continuer. La femme propose alors à son amie d'aller prendre un verre, mais elle dit qu'elle est occupée. Jae dit alors qu'il vient avec eux car il n'a pas de travail à faire. Finalement, ils se retrouvent dans un bar. Elle lui propose une bière, mais il dit qu'il n'en a jamais bu. Lorsqu'il boit, il trouve ça très amer, mais la femme dit que c'est délicieux.
Jain demande pourquoi elle boit ça, et elle répond que c'est pour être ivre, une sorte d'échappatoire à ce monde difficile. Plus tard, ils sont tous les deux très bourrés. Elle lui dit que de son côté, elle va rentrer par ce chemin-là et faire attention à lui lorsqu'il rentre de son côté. Mais Jain répond que c'est dangereux de rentrer seul la nuit et qu'il va l'accompagner. Elle lui demande où il a appris à parler comme ça, et Jain est un peu gêné, il explique qu'il a appris ça dans un des livres sur les bonnes manières qu'il a lu. Sur le chemin, il voit des lucioles et il en touche une. Il devient alors lui-même complètement lumineux, et il demande à la femme si elle aime aussi, s'il est beau comme ça. La femme est effrayée et elle se met à crier. Jain demande alors ce qu'elle a. Pourquoi est-ce qu'elle le regarde comme ça et pourquoi est-ce qu'elle a l'air effrayée? Elle commence même à s'enfuir et à courir. Elle lui dit de ne pas s'approcher. Mais Jain crie à son tour et lui dit de regarder devant elle. Elle courait dans le vide. Elle tombe alors par-dessus le pont. Et alors qu'elle est en train de tomber, elle se dit qu'elle va mourir. Mais Jain se souvient du livre sur les animaux qu'il était en train de lire. Il avait lu une page sur le guépard et sa vitesse. Il utilise alors la vitesse du guépard et saute à son tour du pont. Il veut la sauver. La femme est choquée qu'il ait sauté et elle est surprise de voir l'expression sur son visage. Jain l'attrape en l'air et réussit à retomber sur ses pieds une fois arrivé au sol. Maintenant qu'ils sont enfin sur la terre ferme, il lui dit qu'elle lui a fait peur aussi et il lui demande si elle va bien. Mais pendant ce temps, on revoit les scientifiques. Ils annoncent qu'ils ont récemment découvert une nouvelle hydre, précisément l'hydre conducteur dont il parlait auparavant. Lorsqu'une partie de son corps est sectionnée, celle-ci se régénère parfaitement et forme un nouveau corps. Il y a 14 hydres qui se comportent exactement de la même manière. Cela signifie que la partie qui a été sectionnée repousse pour former un nouveau corps. Il montre également de l'acide sulfurique et explique que lorsqu'on en ajoute dans l'eau, cela crée une grande source de chaleur. Cependant, même à l'intérieur, l'hydre ne meurt pas. Malgré tout, elle est fortement stimulée. De plus, les autres spécimens sont également stimulés de manière similaire. Le corps de base transmet cette simulation aux autres. Ils ne savent donc pas vraiment s'ils doivent considérer la partie coupée comme une espèce différente, ou c'est simplement une continuité de l'hydre principal. La femme qui travaille justement dans cette entreprise se pose des questions. Si le nouveau spécimen n'est pas relié au corps d'origine par un autre nerf, comment ça peut être possible? Mais les scientifiques n'ont pas de réponse. Elle profite également de l'occasion pour demander aux scientifiques s'il est possible qu'une personne brille comme un ver luisant. Elle ajoute aussi que cet humain peut éventuellement être aussi rapide qu'une voiture, sans oublier être fort comme un dinosaure et peut-être même contrôler des autres créatures. Tant qu'on y est, autant abuser. Et bien évidemment, le scientifique répond que si une personne comme ça existe vraiment, c'est peut-être pas un être vivant, mais un objet d'étude. Un peu plus tard, elle retourne voir Jain et lui parle de ce qui s'est passé hier. Jain répond qu'il ne sait pas pourquoi, mais il voulait devenir quelque chose et il a réussi tout simplement à le faire. Il lui dit qu'il n'y a pas de problème, si elle n'aime pas ça, il ne le refera plus. Elle lui demande alors s'il peut devenir n'importe quoi, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre. Jain réfléchit et a un vague souvenir de lui-même lorsqu'il était enfant. Il dit alors qu'il pourrait causer l'extinction de l'espèce humaine. Et elle est complètement choquée. Face à la réaction de la femme, Jain lui demande ce qu'il vient de dire. En fait, il ne réalisait même pas qu'il était en train de parler, ce sont simplement ses souvenirs qui ont pris possession de lui. Elle répète alors ses paroles, affirmant qu'il a dit qu'il pourrait causer l'extinction de l'espèce humaine, et Jain demande alors pourquoi il a dit ça. Il précise bien sûr que c'est sorti de sa bouche tout seul. La femme lui répond simplement qu'il est bizarre. Jain acquiesce, elle lui explique qu'ils doivent donc trouver ensemble la raison derrière ses paroles. Elle lui donne alors un document à signer expliquant qu'il s'agit d'un consentement écrit pour être le sujet de recherche. Elle précise que c'est pas un examen dangereux et qu'il n'est pas obligé de le faire, mais Jain accepte et signe, affirmant qu'il fera tout ce qu'elle lui dira. Il lui demande même si elle veut qu'il fasse autre chose pour elle, mais bon, ça ira comme ça. Un peu plus tard, Nuna est de retour, c'est comme ça qu'il l'appelle. Lorsqu'elle arrive, elle voit le visage épuisé de Jain. Elle lui demande ce qui va pas, où est passé son joli sourire, et il explique que c'est à cause de la femme précédente. Elle lui a fait une prise de sang et il lui a demandé de boire des choses, et elle avait même mis un tuyau dans sa bouche. Chez elle, la femme se demande ce que Jain a fait avant de perdre la mémoire. Elle n'arrive pas à oublier les mots qu'il a prononcés plus tôt, à propos de l'extinction de l'humanité. Le lendemain, elle remet l'échantillon de sang de Jain aux scientifiques. Ils répondent simplement que c'est le sang d'un jeune homme en bonne santé. Elle veut vraiment savoir si c'est simplement un humain ordinaire. Et le scientifique affirme que c'est juste le sang d'un homme, sans rien de particulier. Elle continue de se poser des questions. Rien d'inhabituel, juste un être humain. C'est vraiment étrange. Et alors qu'elle est en train de quitter la salle où les études scientifiques sont menées, avec le sang de Jain entre ses mains, bien sûr, quelque chose d'étrange se produit. Dans la salle remplie d'échantillons d'hydre, il y a une agitation intense. Un tube contenant un échantillon d'hydre tombe par terre.
Les hydres réagissent de manière étrange et il y a beaucoup de sang qui surgit. Les scientifiques sont tous complètement effrayés. Tous ses sens sont en ébullition et il semble être attiré par quelque chose. Nuna remarque son comportement étrange et lui demande ce qui ne va pas, mais il ne répond pas, car lui-même ne sait pas. De retour du côté des scientifiques, ils crient tous. L'hydre au sol continue de se débattre dans tous les sens. Les scientifiques se demandent comment cela est possible. L'un d'entre eux demande qu'on lui apporte la citerne et quelqu'un se dépêche de l'obtenir. Pendant ce temps, l'hydre continue de bouger. Puis au moment où le scientifique se retourne, quelque chose d'étonnant se produit. Il sent soudainement quelque chose toucher son doigt. Lorsqu'il regarde vers l'hydre, il réalise que c'était elle. Une de ses tentacules s'était allongée pour attraper son doigt. Le scientifique a l'impression d'avoir été mordu, mais peu après, la tentacule se rétracte et revient à sa taille normale. Progressivement, l'hydre bouge de moins en moins. L'autre scientifique arrive avec la citerne. Lorsqu'il l'observe de plus près, il remarque qu'elle ne bouge plus du tout. Elle est morte. Elle reste là, écrasée au sol. Cependant, lorsque les scientifiques jettent un coup d'œil aux autres citernes, ils remarquent que tous les autres hydres qui ont été copiés à partir de l'original n'ont aucun problème. C'est comme si absolument rien ne s'était passé. Même si la forme originale est morte, cela n'a aucun effet sur les autres. Du côté du scientifique, sa morsure commence à réagir. On observe comme un espèce de venin de l'hydre qui remonte dans son corps par ses vaisseaux sanguins. Le venin remonte le long de sa main et affecte le comportement du scientifique de manière étrange. Il continue à se propager jusqu'à sa tête et il perd totalement ses facultés. La femme qui était là avec lui était choquée et ne sait même pas quoi faire ni comment réagir. Elle crie, ce qui alerte la femme qui se trouvait non loin de la porte. En entendant ces cris, la femme se dépêche de revenir dans la salle d'expérience. L'autre scientifique lui demande de l'aide pour savoir comment réagir face à une situation aussi critique. On voit alors le scientifique en chef allongé au sol, inconscient et en train de convulser. Il n'est pas encore mort, mais ça ne fait aucun doute que c'est une question de temps. Lorsque la femme entend toute cette histoire, elle commence à réfléchir. Une convulsion avec un timing aussi précis, c'est vraiment étrange. Elle appelle les secours, mais en même temps, quelque chose d'encore plus bizarre se produit. Les yeux du scientifique commencent progressivement à devenir rouges. Il faut surtout pas oublier qu'il y a toujours dans la main de la femme le tube avec le sang de Ja-in. Et on dirait vraiment que son sang attire son attention. Soudainement, le scientifique qui était au sol se relève. Mais il est complètement désarticulé. La femme n'en croit pas ses yeux. Le scientifique lui fonce dessus, complètement enragé, ressemblant plus à une bête qu'à un humain. La femme essaie de s'échapper, mais elle ne peut rien faire face à sa vitesse et sa force. En réalité, elle ne comprend même pas ce qui est en train de se passer. Alors qu'elle allait se faire écraser le visage par la main du scientifique, c'est finalement lui qui se fait détruire. Les verres de ses lunettes sont complètement en morceaux, mais c'est bien sûr pas la femme qui a fait ça. C'est Ja-in qui arrive au dernier moment. Il attrape la tête du scientifique et est lui aussi très énervé. La femme, sous le choc, se retrouve en arrière-plan. Cette situation déjà bizarre devient encore plus étrange. On voit encore Ja-in agir sans hésitation et soumettre le scientifique au sol. La femme prend alors la parole en bégayant, commence à lui poser une question, mais Ja-in la coupe avant qu'elle ne finisse. Il lui demande d'abord si elle va bien. La femme ne sait même pas quoi répondre. Pourquoi lui pose-t-il cette question ? Ja-in continue de prêter attention à la femme et essaie de voir si elle est blessée quelque part. On voit cependant la main du scientifique bouger une dernière fois, puis retomber aussitôt. Il semble vraiment hors d'état de nuire. L'autre scientifique, présente depuis le début, commence enfin à comprendre la situation. Elle se demande si le garçon qui était avec la femme est son petit ami. Quoi qu'il en soit, il remarque que la femme a été coupée à la main pendant que le scientifique enragé l'attaquait. Mais en même temps, elle remarque que Ja-in la regarde de façon étrange. On dirait qu'il analyse la situation et se montre méfiant envers les personnes présentes. Un peu plus tard, les secours arrivent enfin et embarquent le scientifique enragé, le plaçant dans leur camion. Ja-in et la femme observent les secours s'en aller avec lui. La femme en profite alors pour demander à Ja-in comment il est arrivé ici, mais Ja-in répond qu'il ne sait pas. Il est lui-même confus. Il se souvient du sentiment qu'il avait eu la fois précédente et c'est cette aura qui lui a permis de venir, du moins c'est ce qu'il pense. Mais il arrête de réfléchir et dit à la femme qu'ils doivent partir d'ici, et très vite. La femme ne comprend pas pourquoi, mais Ja-in continue d'observer l'autre scientifique qui était dans la salle. De l'autre côté, dans le camion de l'ambulance avec les secours, l'homme toujours allongé, inconscient est transporté. Mais malgré qu'il soit immobile et inconscient, on voit sa main bouger. On dirait qu'il n'a pas fini de faire du bruit. La scientifique qui était dans la salle commence à son tour à s'en aller et elle aperçoit Ja-in en arrière-plan qui continue de l'observer. Étrangement, un zoom est fait sur sa main qui était écorchée. Serait-elle elle aussi contaminée ? Quoi qu'il en soit, Ja-in veut toujours partir. Il dit que cet endroit est beaucoup trop dangereux. Ja-in prend alors la main de la femme et l'emmène vers la sortie. Mais la femme ne comprend toujours pas pourquoi il veut tant qu'elle parte d'ici. Elle repousse sa main et lui dit de la lâcher, lui demandant ce qui lui prend de faire ça et qu'est-ce qui est si dangereux.
Pourquoi insiste-t-il autant sur le fait qu'ils doivent partir? Jae-in répond qu'il ne peut pas l'expliquer avec des mots, mais il sait que c'est vraiment dangereux. Il a un mauvais pressentiment. La femme le regarde toujours anxieusement. Jae-in lui demande malgré tout si elle peut lui faire confiance, au moins cette fois-ci. La femme le regarde d'un air convaincu. Et on les revoit un peu plus tard, pendant qu'il faisait presque nuit, dans une voiture. La femme était au téléphone et s'excuse auprès de son travail, expliquant qu'elle ne se sentait pas bien. Jae-in la remercie de l'avoir écoutée, mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle a fait cela. Elle dit que les derniers résultats de ses examens sont arrivés. Lorsqu'elle sort les documents, la femme remarque que son corps n'est pas différent de celui d'un être humain. Jae-in est un peu étonnée, mais elle continue en expliquant qu'au contraire, cet examen montre qu'il est différent par rapport à un être humain ordinaire. Ouais, c'est un peu contradictoire, mais vous allez comprendre. En fait, la femme a fait confiance à Jae-in quand il lui a dit qu'il avait un mauvais pressentiment à cause de cet examen. Ces résultats montrent que ses niveaux sensoriels sont très différents de ceux des humains. Ils sont anormalement élevés. Et il y a encore autre chose. La femme lui demande alors s'il l'apprécie. Jae-in répond simplement que c'est vrai, il l'aime bien, mais elle n'a toujours pas la réponse à sa question. Donc elle continue en lui demandant s'il aime également les autres personnes, les autres humains en général. Mais cette fois-ci, Jae-in la regarde simplement et n'arrive pas vraiment à répondre. Finalement, il dit qu'il ne sait pas. Mais la femme lui répond que non, il déteste les gens. De l'autre côté, on est dans un hôpital et on retrouve le scientifique. Le médecin qui est venu s'occuper de lui s'est fait mordre et agit complètement comme un animal. Le médecin lui demande alors s'il va bien et on voit alors que le regard du scientifique change complètement. C'est comme s'il avait retrouvé son humanité. Il s'excuse et il dit qu'il est désolé, qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait. En fait, le scientifique se doute de ce qui se passe. Il est certain que c'est à cause de la morsure du conducteur, mais que faire? Il se dit que tout d'abord, il doit retourner au laboratoire. Justement, on assiste à une scène assez étrange au laboratoire. On retrouve encore une fois la femme de tout à l'heure. Elle est à moitié endormie sur sa chaise et alors qu'elle somnole, un moustique arrive dans la pièce et se pose sur son cou. L'insecte commence alors à la piquer et à sucer son sang, et cela réveille la femme qui donne un coup pour faire partir l'insecte. On voit alors le moustique s'échapper de la pièce avec un zoom sur son aile. C'est assez étrange et ça aura probablement une importance plus tard dans l'histoire. L'extinction de l'espèce humaine. Ce sont les mots que Jae-in avait prononcés devant la femme autrefois. Et il y a aussi son antisociabilité. C'est pour ces deux raisons majeures que la femme sait qu'il n'aime pas les humains. Il est évident que quelque chose a eu lieu dans son passé, un événement marquant avant qu'il ne perde la mémoire. Jae-in est un peu intriguée par ce qu'elle dit, mais elle lui dit de pas s'inquiéter. En fait, elle aussi, elle déteste l'être humain. Mais ils peuvent réussir à améliorer cela. Jae-in répond en disant qu'il ne comprend pas ce qu'elle vient de dire, mais elle continue en disant qu'elle est curieuse à propos de quelque chose. Jae-in, comme à son habitude, ne cesse pas de l'écouter. Bien qu'il ne comprenne pas grand-chose à tout ce qu'elle lui dit, elle lui demande alors, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il l'apprécie. Et elle lui pose cette question-là devant un beau coucher de soleil, le même qu'il avait vécu plus jeune avec sa mère. Plus tard, Jae-in repense alors à ce que Harisu, la femme, lui avait dit. Il déteste les gens. Et pour être honnête, il se dit qu'elle a raison. Alors qu'il est en ville avec plein d'autres personnes autour, il remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont semblables à lui, mais différents. Il ne sait pas d'où cela vient, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à se fondre dans la masse. Jae-in se sent seul parmi tout le monde. Il ressent comme un sentiment de dégoût. Cependant, il ressent quelque chose de différent à propos d'Harisu. Quelque temps après, Harisu et Jae-in se retrouvent. Jae-in lui demande s'il peut vraiment le faire. Harisu acquiesce, un peu stressé. Les deux se retrouvent au bord de la mer sur un ponton. Jae-in se concentre. Le bras en face de lui, on voit ses yeux qui commencent à se colorer d'une lueur bleue. Il effectue un mouvement de bras brusque. Harisu observe la scène sans trop comprendre. Mais au bout d'un instant, quelque chose se passe. Les poissons. Avec le geste de sa main, elle sent qu'ils sont tous en train d'affluer vers un point. Énormément de poissons se rapprochent du bord. Au même moment, de l'eau commence à apparaître sous les pieds de Jae-in. Il n'a pas fini sa démonstration. Il tend la main à nouveau vers la mer. Harisu, qui est intrigué, entend la mer bouger. En face d'elle, quelque chose d'énorme apparaît. Cette ombre commence à lui recouvrir entièrement le visage. Harisu se met à crier, effrayé par ce qu'elle est en train de voir. C'est Jae-in. Il a créé une vague, ou plutôt un tourbillon énorme de dizaines de mètres. Harisu est sous le choc. Alors que Jae-in, à côté, agit comme si de rien n'était, sans expression particulière. Jae-in lui demande si c'est quelque chose comme ça qu'elle voulait. Harisu ne sait même pas quoi répondre. Jae-in lui demande alors si elle voulait en fait monter dessus,
Quoi? Monter dessus? Harisu ne comprend rien à ce qu'il lui raconte. La seconde d'après, Ja-in porte Harisu sur son dos qui est effrayé. Ils sont sur la mer, en train de flotter, avançant à une vitesse impressionnante. Ja-in crée même des vagues qui les propulsent en l'air. Mais avec toute l'agitation d'Harisu, qui est effrayé et lui demande d'arrêter, Ja-in explique que ça commence à être difficile pour lui. Il commence à fatiguer. Donc, il lui demande de se détendre un peu. Il regarde Harisu qui tire son t-shirt complètement en pleurs. Ja-in se calme et lui dit que sa peur, elle doit l'affronter. Elle n'a pas à s'inquiéter. Il est là. La terre, l'eau, le vent, ils seront toujours là. Donc, elle doit les accepter et les ressentir. Ja-in fait son beau discours avec énormément de calme. Ça rend Harisu sans voix. Elle s'arrête de pleurer et réouvre enfin les yeux. Lorsqu'elle regarde le paysage, elle voit un magnifique coucher de soleil. Ja-in lui dit que l'atmosphère est agréable. Désormais, Harisu est très calme. Ses pleurs se transforment en larmes de joie. Elle commence à ressentir le calme de la mer et la chaleur du soleil. C'est bon, elle est enfin tranquille et ressent cette plénitude. Au bout d'un certain temps, il fait nuit. On voit une île au loin. Il est presque 22h et c'est là que Ja-in et Harisu s'installent pour se reposer. Elle est toujours aussi heureuse et remercie Ja-in. Il est assez surpris. Elle ajoute alors que c'était la meilleure expérience de sa vie jusqu'à présent. Ja-in se met alors à sourire. De l'autre côté, on retrouve un bâtiment qu'on a déjà vu. L'homme à l'intérieur dit qu'il n'a jamais ressenti ça auparavant. Même sans examen, maintenant, il le sait. La forme originelle du conducteur n'est pas morte. Elle vit dans son corps. Elle partage des connexions nerveuses avec lui. C'est bien sûr le scientifique de tout à l'heure. De plus, il ressent des personnes. La première, c'est la scientifique qu'il travaille avec lui. Ensuite, il y a 4 autres personnes qui s'ajoutent, bien qu'il ne les reconnaisse pas vraiment. Et au fur et à mesure, il ressent de plus en plus de gens. 36 personnes, 247, et ainsi de suite. Il est connecté avec de nombreuses personnes qui sont autour de lui. Petit à petit, le nombre de personnes commence à augmenter. Les cellules de conducteurs qui ont infiltré ces personnes prennent le contrôle de l'autre. Il a reçu un signal puissant. C'est comme une sorte d'ordre de leur part dans son corps. Et ce signal est simple. Il doit se multiplier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le scientifique commence à trouver cette situation vraiment étrange. De retour du côté de Ja-in et Harisu, qui sont toujours assis sur la plage, elle lui rappelle encore une fois l'extinction de l'espèce humaine. Elle se dit que c'est vraiment possible. Désormais, elle est prête à croire tout ce qu'il dit. En tout cas, lui qui en est capable, il est en danger déjà par sa propre existence. C'est comme une bombe nucléaire. Ja-in l'écoute sans trop comprendre ce qu'elle dit. Cependant, elle le protégera. Elle ne sait pas ce qu'il faisait auparavant, mais elle sait qu'il a pas mauvais fond. Elle pense alors que son rôle est de le protéger. En la regardant, Ja-in lui dit que la protéger veut aussi dire protéger ce monde. Il est assez intrigué par sa réponse. Ja-in lui dit de ne pas s'inquiéter. Même avec ou sans ses souvenirs, il ne veut pas détruire ce monde qu'elle veut protéger. Il fera en sorte qu'il ne lui arrive rien. De l'autre côté, on voit toujours l'hydre. Elle doit se multiplier. Encore et encore. Et en parallèle à Ja-in qui souhaite lui protéger ce monde désormais, elle va causer son extinction. Quelques temps plus tard, on voit le laboratoire où 2 scientifiques discutent entre eux. L'une d'entre elles explique qu'aujourd'hui encore, leur chef scientifique interdit à quiconque d'entrer dans sa pièce. La femme se dit qu'elle est inquiète, car depuis sa crise, il a changé et il est devenu plus difficile à approcher. Devant sa porte, il y a même un grand panneau indiquant « Ne pas entrer ». À l'intérieur, le scientifique est dans le noir, face à son ordinateur, en train de faire ses recherches. En ce moment, le conducteur. Non. En réalité, ce sont plutôt des humains qui sont connectés à lui. Il parvient à ressentir dans sa tête presque toute la surface de la Terre. Actuellement, il est connecté à 280 000 personnes à travers le monde. Le scientifique se dit que c'est dangereux. Désormais, il a 2 options. Comme les montrent ses fichiers sur son bureau, l'un est nommé A, l'autre nommé B. Le scientifique réfléchit intensément. Lorsqu'il ouvre les yeux, son visage exprime de la terreur. Sur toute la surface de la Terre, les gens continuent de mener leur vie paisiblement. Mais pourquoi est-ce que lui a été choisi parmi tous ces gens? Pourquoi? À la télévision, le présentateur donne les dernières nouvelles concernant les États-Unis et leurs nouvelles politiques. Il mentionne également qu'un membre d'un parti politique a été retrouvé mort chez lui. Le scientifique pense que c'est le destin. Alors qu'il était toujours seul, il entend un bruit derrière lui. Quelqu'un est arrivé et lui annonce qu'il l'a trouvé. Lorsqu'il se retourne vers cette personne, c'est Ja-in. Ja-in lui demande s'il est lui-même ou s'il est un organisme étrange. Le scientifique lui demande qui il est. Et notre protagoniste répond simplement en disant qu'il s'appelle Ja-in. Le scientifique se met à bégayer. Il ressent quelque chose.
Soudainement, il commence à pousser des cris, perdant totalement le contrôle de son corps et ses yeux virent au rouge. Lorsque Jae-in voit cela, il se demande ce qui se passe, mais au bout de quelques secondes, le scientifique s'arrête. Un grand silence s'installe et ses lunettes tombent. Le scientifique arbore désormais une expression complètement différente et lui dit qu'il l'a trouvé. Mais il se demande maintenant ce qu'il va faire. Au même moment, Jae-in se souvient d'un jour où il a écrasé une mouche dans sa main. Et cette sensation-là lui rappelle énormément quelque chose. Il répond alors au scientifique qu'il va le tuer. Le scientifique continue en disant que lui aussi a ressenti quelque chose. Qu'il le ressent comme lui le ressent. Il ressemble peut-être à un humain, mais ils sont nés avec le même objectif. Il demande alors à Jae-in pourquoi il souhaite l'arrêter. Lorsqu'il entend cela, Jae-in soupire. Soudainement, Jae-in dégage une énorme énergie accompagnée d'éclairs bleus autour de lui. Il demande au scientifique ce qu'il vient de dire. Cet homme représente un danger pour Arisu et il a le devoir de la protéger. Mais le scientifique lui dit qu'il ne se laissera pas faire. La dernière fois, il se retenait car il n'avait pas assez de force, mais maintenant, c'est différent. L'homme serre son poing et effectue un mouvement avec son bras. Jae-in continue de l'observer lorsque soudainement un bruit se fait entendre derrière eux. Tout à coup, la porte s'ouvre et des dizaines de scientifiques et d'ouvriers accourent. Leur particularité est que tous ont les yeux d'une couleur rouge. Ils se dirigent tous vers Jae-in. Tous ces humains sont devenus des armes. Mais alors que le scientifique continue de parler, Jae-in ne prête même pas attention aux autres et se précipite vers lui. En un instant, Jae-in utilise sa vitesse exceptionnelle pour saisir le visage du scientifique. Il lui dit qu'il a raison, mais se demande ce qu'il va faire maintenant. Il tient fermement le corps du scientifique dans sa main, prêt à le lancer. Jae-in est sérieux. Il utilise vraiment sa force et lance le scientifique par la fenêtre, explosant le mur du bâtiment. Jae-in déclare alors que son arme à lui, c'est la mère nature. Malgré tout ça, tous les autres continuent de foncer sur Jae-in et sont à 2 doigts de l'attraper. Mais soudainement, Jae-in saute à son tour par le trou qu'il vient de créer dans le mur. Il arrive face au scientifique dans les airs et l'attrape. Il prend encore plus de vitesse et explose à nouveau le scientifique contre un rocher cette fois-ci. Au moment du choc, le scientifique crache du sang. Il est complètement assommé, mais n'est toujours pas mort. Jae-in trouve ça bizarre. Il se dit qu'il pensait l'avoir éliminé, mais il est toujours conscient. Jae-in se met à le frapper. Il y a des bruits assourdissants à chaque coup de poing qu'il lui donne. Le visage du scientifique est complètement explosé. Il a perdu énormément de dents et il est devenu méconnaissable. En fait, à chaque fois qu'il le frappe, Jae-in utilise son pouvoir qui concentre dans son poing. Lorsqu'il s'arrête, le scientifique est au sol. Jae-in continue de l'observer, tout à coup, il se relève. Son visage est toujours complètement ensanglanté, mais petit à petit, il reprend de ses couleurs. En quelques instants, toutes ses blessures disparaissent. Son visage reprend sa forme originale et il a été complètement soigné. Jae-in est impressionné. Il n'est toujours pas mort. Jae-in lui demande alors qu'est-ce qu'il doit faire pour le tuer. Il l'attrape alors par la gorge et le scientifique en profite pour établir un contact avec Jae-in. Mais étrangement, il n'arrive pas à pénétrer ses cellules. Jae-in remarque qu'il essaye de faire quelque chose, mais il ne comprend pas vraiment quoi. Le scientifique réalise alors que son corps, c'est juste un récipient utilisé par la nature. Mais le scientifique se dit qu'il est différent, qu'il contrôle tout. D'un mouvement de bras, il attire de nombreux animaux qui étaient dans la forêt. Tous ces animaux ont encore une fois la même particularité, les yeux rouges. Le scientifique se dit qu'il est au-dessus de tout. Mais tout ça, ça fait sourire Jae-in. Il plante alors son pied dans le sol et balance le scientifique dans le ciel. La terre commence à se fissurer. Le scientifique qui est en l'air observe Jae-in sans pouvoir rien faire du tout. Jae-in se prépare alors. D'un coup, il saute tout droit dans le ciel jusqu'au scientifique. Il lui donne un énorme coup de poing qui transperce complètement la moitié de son corps. Le scientifique est complètement détruit. Son corps retombe alors et s'écrase contre le sol. Au même moment, tous les animaux s'enfuient et n'ont plus cette lueur rouge dans leurs yeux. Lorsque Jae-in redescend, il s'essuie le sang sur ses mains. Il annonce au scientifique que c'est terminé. Il a un énorme trou dans le ventre. Mais le scientifique regarde Jae-in et commence à trembler. Il ne gagnera jamais face à lui. Comment est-il possible de vaincre ce monstre? Mais au même moment, le scientifique a un souvenir en tête. Il se souvient du moment où Jae-in avait protégé Arisu. Comme un psychopathe, il se met à sourire et a enfin trouvé la stratégie qu'il va mettre en place. Il connaît le point faible de ce monstre. Et ce point faible, c'est Arisu. Bien qu'il soit encore complètement ensanglanté et qu'il ait un trou dans le ventre, le scientifique se relève. Il se marre et dit que c'est dommage. Il regarde vers Jae-in et dit que cet humain était assez amusant. Cependant, il a pris la mauvaise direction. Au même moment, il appelle une horde de corbeaux.
Ils arrivent à toute vitesse, donc Ja-in se met en position pour les combattre. Mais tout à coup, il remarque qu'il n'est pas leur cible. En fait, les corbeaux se dirigent directement vers le corps du scientifique. Ja-in a essayé de les poursuivre, mais c'est trop tard. Ils se sont déjà déplacés vers le corps. Le scientifique avait déjà l'hydre avait déjà échangé de corps. Désormais, le corps principal est dans un corbeau. Ja-in se dit que ça commence à être un problème. Désormais, le corps du scientifique n'est plus possédé. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva. Le scientifique dit à Ja-in de l'écouter. Il ne le connaît même pas, mais il a une faveur à lui demander. Le scientifique a du mal à parler et est presque en train de mourir. Il commence à dire en bégayant qu'il doit retourner au laboratoire, dans son ordinateur. Là-bas, il y trouvera... Quoi ? Ja-in ne laisse même pas finir. Il dit qu'il est occupé et s'en va en courant. Ce sont les derniers instants du scientifique. Il répète qu'il doit aller voir son ordinateur, mais c'est trop tard. Il a rendu l'âme. Maintenant qu'il n'est plus possédé, il n'a bien sûr plus de régénération ultra rapide. Quelques temps plus tard, les deux amis sont au restaurant. Arisu remarque qu'il n'y a pas de clients aujourd'hui. Dawoon, qui était en train de travailler, est un peu vexée. Elle dit que c'est parce que ces derniers temps, Ja-in ne veut plus venir travailler et en plus, elle ne peut même pas s'en débarrasser. Elle demande à Arisu si elle sait ce qui se passe. Arisu, un peu gênée, ne répond pas. Dawoon se répète et lui demande si c'est de sa faute. Elle lui dit que tous les deux, depuis quelque temps, ils sont assez suspects. Arisu se met à sourire et lui dit qu'elle raconte n'importe quoi. Mais au même moment, Dawoon met sa main devant la bouche d'Arisu. Elle est surprise. En fait, même Dawoon ne comprend pas ce qui se passe. Sa main a bougé toute seule. Au même moment, elle ressent comme un choc dans sa tête. Elle met les mains sur son crâne et a extrêmement mal. Dans le dos de Dawoon, on remarque quelque chose. Elle a une espèce de pointe rougeâtre qui commence à se former. Arisu demande à Dawoon si elle va bien. En bégayant, Dawoon lui dit de s'enfuir. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte tout à coup? Arisu commence à être effrayée. Soudainement, quelque chose attire son attention. Il y a du bruit à la fenêtre. Lorsqu'elle regarde par là-bas, elle voit des dizaines de personnes, tous avec des yeux rouges, poussant vers le restaurant. Vu leur quantité énorme, ils finissent par briser les vitres. Arisu se met à crier « Qu'est-ce qui cloche, c'est ces gens? Ils sont tous devenus fous, c'est quoi ces conneries ?» Sauf qu'en face d'elle, Dawoon aussi a les yeux teintés de rouge. Elle essaie alors d'attraper Arisu. Assez rapidement, elle parvient à reculer et à esquiver son attaque. Au même moment, on aperçoit une silhouette bleue qui saute au-dessus des corps. C'est bien évidemment Ja-in. Il s'excuse auprès de sa chef et en même temps, il prend sa tête et l'écrase contre la table. Et c'est pas fini. Il dit encore une fois qu'il est désolé, prend Dawoon et la balance contre tous les autres corps qui étaient devant le restaurant. Pendant toute cette panique, il y a un flash info. Le présentateur explique que beaucoup de personnes, simultanément à travers le monde, manifestent des symptômes liés à des troubles du système nerveux. Le gouvernement pense qu'il s'agit d'une maladie infectieuse et essaie de déterminer les causes de cette épidémie. Selon les témoignages de certains patients, l'un des symptômes serait comme un signal à la tête. Ils disent avoir reçu la même vidéo et le même message. Le personnage principal de la vidéo était une jeune femme coréenne aux longs cheveux. Et le message qu'ils reçoivent est très simple. Griffe là. Mort là. Ja-in, de son côté, fait toujours face à toutes les personnes possédées et continue de protéger Arisu. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Personne n'en connaît la cause. Tout le monde doit être prudent. Au loin, on aperçoit le corbeau qui observe la scène. C'est lui, le corps principal de l'hydre. Plus tard, il y a plus de détails concernant cette maladie. Tout d'abord, ça commence par de légers spasmes musculaires. À un moment donné, tout le corps entier commence à bouger tout seul, sans le consentement de la victime. L'Organisation mondiale de la santé a donné un nom à cette maladie. Ils l'ont nommée Wave. On voit même des gens sur internet qui s'amusaient avec une personne qui était en train d'être atteinte par Wave en direct. Quand l'homme a totalement perdu le contrôle, il a sauté par la fenêtre et s'est mis à rejoindre tous les autres comme des zombies. Il courait toujours dans la même direction. Ja-in, de son côté, était toujours en train de protéger Arisu dans le restaurant. Désormais, il était sûr que ces gens-là en voulaient à Arisu. Ja-in se dit que, dans ce cas, il n'a pas le choix. Il commence à concentrer son énergie dans son poing pour tous les détruire. Mais quand elle voit qu'il est sur le point de le faire, elle le retient. Elle ne veut pas qu'il fasse ça. Mais bon, il y a toujours tous ces gens qui leur foncent dessus. Finalement, il décide alors de s'enfuir. Ja-in prend Arisu sur son dos et se met à courir. Dans toutes les rues, ces zombies arrivent de tous les côtés. Ja-in et Arisu sont encerclés. Il lui dit alors de bien s'accrocher. Il saute alors sur le toit d'un immeuble. Mais même là, il y a des gens de partout. Finalement, il arrive à trouver enfin un endroit où il sent tranquille. Ja-in dit que tout ça, c'est à cause du conducteur qui est dans le corps du professeur. Arisu lui demande alors, un peu effrayé, s'il a tué le professeur. Malheureusement, il répond qu'il n'a pas eu le choix. Il lui dit qu'il n'avait pas le choix. Regarde comment tous ces gens se comportent. Mais malgré tout, Julie se demande, comment peut-il tuer une personne? Et le pire dans tout ça, comment peut-il faire comme si de rien n'était?
Harisu semble déçue de lui. Elle commence à partir. Si tout ça est à cause du conducteur, il est évident que la clé de toute cette affaire se trouve au laboratoire. Elle doit y retourner. Jain prend alors sa main et lui dit qu'il va la porter sur son dos, mais elle le repousse. Qu'est-ce qui se passe? Harisu lui dit qu'il ne peut pas comprendre. Elle va y aller seule. Au même moment, Jain ressent des vagues de souvenirs de sa précédente vie, quand il tenait la main de sa mère et qu'elle lui disait qu'elle le protégerait. Ces paroles résonnent dans sa tête. Pendant qu'Harisu s'en va, il y a du bruit devant la porte. Soudainement, un homme sort et essaie de l'attaquer. Mais d'un coup, Jain arrive devant elle et explose l'homme. Il n'a plus aucune retenue. Il dit alors à Harisu que c'est elle qui ne le comprend pas. Pourtant, c'est simple. C'est elle qui compte le plus pour lui. Et quiconque ose la toucher, peu importe qui il est, ira en enfer. Peu importe ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit, il la protégera. Il se met alors en face de la porte et les hommes commencent à l'attaquer et à le mordre. Elle lui crie de faire attention, mais il est déterminé. On voit alors une aura bleue et plein d'éclairs l'entourer. Au même moment, il utilise les pouvoirs de l'anguille électrique pour éliminer tous les zombies avec ses éclairs. Harisu le regarde, ébahi. Au loin, on voit un homme sur un autre bâtiment avec son téléphone. C'est justement lui qui s'amusait sur internet tout à l'heure. Et actuellement, il est toujours en live. Quand il voit cette scène avec Jain et Harisu, il se dit que c'est de la folie. Et il est en train de retransmettre tout ça sur internet. Les gens n'arrivent pas à croire leurs yeux. Est-ce que c'est réel ou c'est un acteur? À ce moment-là, il y a plus de 200 000 spectateurs qui ont vu les pouvoirs de Jain en direct. De l'autre côté, on voit le Premier ministre ainsi que plusieurs scientifiques. Ils n'ont toujours pas trouvé la cause de ce problème et le Premier ministre est en colère. Il se demande ce qu'il va dire aux citoyens. Au même moment, quelqu'un entre en courant dans la pièce. Même s'ils sont en pleine réunion, c'est un problème urgent. Il est venu avec une tablette et lui dit qu'il doit absolument voir ça. Il montre alors la vidéo de Jain utilisant ses pouvoirs pour électrocuter tous les hommes. De son côté, Jain se dit que ça ne sert à rien de les faire perdre connaissance, car dans tous les cas, c'est comme s'ils étaient manipulés. Au loin, il ressent également la présence du corbeau. Ce corbeau est le réceptacle du corps mère du conducteur. Jain commence à s'énerver et casse le sol pour récupérer un projectile qui vise sur le corbeau. Tout à coup, il lance cette pierre à une vitesse phénoménale et elle part à l'autre bout de la ville. Mais en même temps, tous les zombies continuent de l'attaquer. Alors qu'Harisu est effrayé par tous ces gens qui leur foncent dessus, Jain s'excuse. Il lui dit qu'il ne refera plus cela, car il sait qu'elle n'aime pas ça. Mais avant tout, ils doivent partir d'ici. Il doit la protéger. Jain la prend alors dans ses bras et lui dit de bien s'accrocher. Harisu ne sait pas quoi répondre et reste simplement là. Jain fait alors un saut énorme au-dessus du bâtiment. Pendant tout ce temps, le garçon sur l'autre bâtiment continue de streamer ce qu'il voit. De l'autre côté, le Premier ministre observe cette scène et demande si c'est un film. Le secrétaire lui répond qu'il ne voulait pas y croire non plus, mais il a vérifié les caméras de surveillance et ça s'est produit en ce moment même. De plus, cette vidéo devient virale, que ce soit dans la rue, sur les panneaux publics, dans le métro, à l'école. Tout le monde observe Jain. Est-ce qu'il est un monstre? De son côté, il est toujours en train de s'enfuir. Mais au bout d'un moment, il s'arrête. Jain est dépité. Il se dit que le chemin est bloqué ici, mais il remarque également quelque chose d'étrange. Des plumes de corbeaux sont en train de tomber. Jain et Harisu voient ce corbeau s'écraser juste en face d'eux. Il commence à avoir du mal à bouger. Soudainement, l'expression de Jain change du tout au tout. Il vient de réaliser quelque chose. Non, c'est pas possible. Il commence à trembler quand il tourne sa tête et regarde l'épaule d'Harisu. Elle s'est fait couper et du sang est en train de couler. Jain commence à avoir peur. Il ne répond même pas à Harisu quand elle lui demande ce qui se passe. Depuis quand est-ce qu'elle... C'est pas possible. Est-ce que c'est bon? C'est la fin pour Harisu? Eh ben, on le saura dans la prochaine partie. Eh oui, eh oui, eh oui. Encore une fois un cliffhanger de malade, je suis désolé de vous laisser sur ça. Mais bon, comme ça je crée un peu de hype, le storytelling, tu connais. En tout cas, au moment où j'enregistre ça, on est presque 10 000 sur la chaîne. Peut-être qu'au moment où sort la vidéo, on est déjà 10 000 et c'est un truc de fou, juste merci. Tout ça, c'est grâce à vous et d'ailleurs, si vous voulez continuer à booster la chaîne comme ça, en même temps, j'en profite pour sortir de plus en plus de vidéos, bah l'abonnement, le like, le commentaire, c'est les choses parfaites pour le développement de la chaîne. On dit merci au référencement. En tout cas, moi je vous laisse, j'ai du pain sur la planche parce que je sais qu'à l'instant où je sors cette vidéo, il y aura des gens qui vont me demander la suite. Et c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Du coup, je vais m'y mettre. Et sur ce, moi je vous laisse. À bientôt.